Écoute, petit Pierre, écoute cette musique. Elle vient de Chine, du sud de la Chine. Et cette voix, n'est-elle pas jolie, cette voix? Si. Et qui est-ce? Lu Qiang. Lu Qiang était une jeune orpheline employée comme domestique chez monsieur et madame Chu. Ces gens-là possédaient de grandes plantations de thé, d'immenses champs de canne à sucre et des rizières qui s'étendaient, à perte de vue. Ils étaient, comme tu le vois, très très riches. Mais hélas, aussi avares que riches. Ils comptaient tout, surveillaient tout, craignaient toujours qu'on les vole. Ajoute à cette avarice démesurée une belle dose de bêtise et de cruauté, et tu as devant toi, petit Pierre, les Chou, des gens parfaitement désagréables. Que dis-je désagréables? Odieux, oui, et surtout avec les êtres fragiles sans défense, comme la petite Lu Qiang. Il lui parlait si méchamment. Pour la moindre petite chose sans importance, il s'emportait. Par exemple, je ne sais pas moi, quand Madame Chu lui demandait tout simplement de lui frotter le dos. Eh bien c'était... Plus haut, plus bas, à droite. À droite, je te dis. Plus fort maintenant, je sens rien. Mais elle va m'arracher la peau, l'imbécile. Pourtant, vois-tu, la petite Lu Qiang était douce et docile. Elle essayait de faire de son mieux. Elle accomplissait si bien toutes les tâches qu'il lui confiait, même les plus fatigantes, comme ces pierres brûlantes qu'elle devait transporter. En Chine, autrefois, dans cette région, on faisait cuire les aliments sur des pierres plates que l'on chauffait d'abord très 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 fort dans les poêles. Seulement, Monsieur Chu, ce cher Chu, avait l'odorat excessivement délicat. Il ne supportait pas les odeurs de cuisine. Alors, pour préparer les repas, il fallait que Lu Qiang transporte les pierres brûlantes à l'extérieur. Et Monsieur Chu d'aboyer... Je me fiche qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou que le soleil brûle. Ce que je veux, c'est ne plus rien sentir. Compris? Bien que le déplacement de ces pierres fût difficile, lourd et dangereux, la jeune fille ne détestait pas cuisiner dehors, au contraire. Et je vais te dire pourquoi. Parce que là, enfin, elle pouvait chanter à son aise, ce que ses maîtres lui interdisaient dans la maison. Or, elle adorait chanter. Bah dis donc, si en plus elle n'avait pas le droit de chanter, elle avait une jolie voix pourtant. Justement, pour Madame Chu qui était très jalouse, c'était insupportable d'entendre une voix aussi jolie, parce que la sienne... Tu veux écouter juste pour rigoler? Et Monsieur Chu, lui, pourquoi il ne voulait pas? Lui, c'était surtout pour ne pas contrarier sa femme. En fait, il n'y avait que deux choses dans la vie qui l'intéressaient. Manger, si tu avais vu son ventre, tu aurais tout de suite compris, et les yuan qu'il comptait et recomptait sur son boulier à longueur de journée. C'est quoi les yuan? L'argent des Chinois? Tout juste. Et le boulier, c'était la machine à calculer des temps anciens. Mais les Chinois s'en servent encore aujourd'hui, surtout dans les campagnes, et parfois dans les écoles aussi, pour apprendre aux enfants à compter. Attends, il y a une chose que je veux te demander depuis tout à l'heure. Pourquoi Lu Qiang restait chez ces deux monstres-là? Moi, je me serais sauvée. Où voulais-tu qu'elle aille? Elle ne connaissait personne. Son orphelinat l'avait placée là, et voilà. C'est vrai que de tomber juste sur des gens comme ça, on peut pas appeler ça de la chance. Surtout quand on pense à l'immensité de la Chine et à ses millions et ses millions d'habitants. C'est 17 fois plus grand que la France, tu sais. Eh bien, vois-tu, petit Pierre, malgré son triste sort, Lu Qiang ne se plaignait jamais. Elle était toujours de bonne humeur. Elle avait une patience d'ange. Et avec les Chou, il en fallait. Quand ces deux monstres ne trouvaient pas quelque chose à lui reprocher sur son travail, ils lui faisaient des réflexions blessantes sur son physique un peu ingrat.
C'est vrai, Luqiang n'était pas très jolie, mais elle possédait une grâce certaine. N'importe qui l'aurait remarqué. N'importe qui, sauf les Chu, évidemment. Sa démarche, par exemple. La jeune fille se déplaçait avec la même légèreté qu'un nuage qui glisse sur le sol sans bruit. Et son rire, oh, on eût dit que tintaient des cloches de cristal. Et sa voix, ah, sa voix. Quand elle chantait, les paysans dans les rizières s'arrêtaient de travailler pour l'écouter. Un soir, et c'est là, petit Pierre, que commence vraiment cette histoire, les Chu donnèrent un grand dîner en l'honneur d'un personnage important, un célèbre mandarin, je crois. Ils avaient revêtu leur costume de fête, lui avait noué ses cheveux en chignon, dans lequel il avait planté une épingle en or. Elle avait accroché à sa coiffure une grosse pivoine pourpre et attaché à son cou le plus beau de ses colliers de jade. Toutes les lanternes rouges étaient allumées. Les rouges sont celles réservées aux jours de joie. Ils avaient fait disposer un peu partout de somptueux bouquets d'orchidées, et ils avaient même, eux si radins, engagé des musiciens. La table regorgeait de plats, tous plus succulents les uns que les autres. Poulet à l'ananas, pousses de bambou au miel, nid d'hirondelle, travers de porc au caramel. Quant aux pâtisseries, ferme les yeux et imagine des rouleaux de crêpes fourrés à la mangue, des petits chaussons farcis de papaye et de gelée d'amande. Ah, tu te serais régalé. À la fin du dîner, au moment de servir le thé, tu aurais fait comme les invités. Tu aurais posé tes baguettes pour tapoter du bout des doigts sur la table, en guise de remerciement. C'est la coutume en Chine, quand on est bien élevé. Eh oui. Plus tard, quand la fête fut terminée et les invités partis, une vieille femme se présenta à la porte de la riche demeure pour demander quelque chose à manger. Eh bien, nos deux monstres l'ont chassée, et avec une pluie d'injures en plus. Mais Luqiang, elle, fut attendrie par cette femme âgée. Elle la rattrapa discrètement et lui dit d'aller l'attendre à l'entrée de la forêt, où elle lui apporterait plus tard de quoi se nourrir un peu. La mendiante la remercia d'un sourire étrange. Pourquoi étrange? Eh bien, parce que le sourire de cette femme pourtant vieille avait quelque chose d'étrangement jeune, de rayonnant même. Dès que les Chu furent couchés, au lieu de manger, Luqiang mit son repas dans un panier et se faufila jusqu'à la forêt. À peine avait-elle rejoint la vieille femme que celle-ci lui dit « Et toi, petite, as-tu dîné au moins ?»« Oui, oui, ne vous inquiétez pas pour moi, » répondit la jeune fille en baissant les yeux. La mendiante hocha la tête, comme si elle devinait la vérité. « Oh, c'était pas une fille, ta mendiante ?»« Patience, écoute la suite. » « Pour te remercier, je vais te donner un bon conseil. Et ce conseil vaut mieux que toutes les richesses du monde. Écoute, la prochaine fois que tu iras chercher des fagots dans la forêt, marche tout droit en direction du soleil couchant. Passe devant la pagode du dragon sans t'arrêter. Marche toujours, jusqu'à ce que tu entendes le chant d'un ruisseau. Sa musique te conduira jusqu'à un petit lac entouré de bambous. Baigne-toi dans cette eau, petite. N'oublie pas ce conseil. Tu ne le regretteras pas. Puis un brouillard l'enveloppa brusquement et elle disparut dans la nuit comme par enchantement. Comme une fée. Mais au fait, c'est quoi une pagode? Une sorte de temple où les Chinois se rassemblent pour prier. Le lendemain... Il n'y a plus de bois. Et plus de bois, plus de feu. Et plus de feu, plus de cuisine. Comment comptes-tu allumer le poêle pour préparer notre déjeuner, hein? Qu'attends-tu pour aller chercher des fagots? Que la forêt vienne à toi? Cette douce et charmante voix
Tu la reconnais, Petit Pierre? C'est pas difficile, hein, avec sa voix de sorcière. Lu Qiang obéit donc et partit chercher du bois. Dans la forêt, elle alla en direction du coucher du soleil, comme le lui avait conseillé la mendiante. Elle reconnut la pagode du dragon, passa devant et marcha jusqu'au moment où elle entendit le bruit d'un ruisseau. Il glougloutait si agréablement ce ruisseau qu'on aurait dit du zeng, un genre de harpe si tu préfères. La jeune fille se laissa guider par ce joli chant jusqu'au fameux lac au bambou. Elle pénétra avec délice dans l'eau fraîche, d'autant plus volontiers que ce matin-là, il faisait très chaud. À peine son petit pied avait-il touché l'eau que les fleurs de lotus flottant à la surface s'ouvrirent tout en même temps. Quel accueil charmant! Une autre chose encore l'étonna, le chant du ruisseau. Il s'était peu à peu transformé en une vraie mélodie. Et sur cette mélodie, Lu Qiang se mit à chanter. Lorsqu'un moment plus tard elle sortit du lac, il lui sembla, comment te dire, qu'elle vivait une seconde naissance. Ses bras et ses jambes lui paraissaient étrangement plus robustes, et en même temps plus légers. Elle se tenait plus droite aussi. Elle se sentit bien, si bien, sa tête et son corps en parfaite harmonie. Surprise par cette nouvelle sensation, elle voulut se regarder dans le miroir de l'eau. Et là, stupeur! Il y avait quelqu'un dans le lac. La vieille mendiante. Non, une jeune fille, qui avait d'ailleurs l'air aussi étonnée qu'elle. Cette jeune fille était magnifique. De beaux cheveux noirs entouraient un visage doux et rond, de longs cils ombraient ses yeux en amande, son sourire était éclatant. Sa peau avait J'ai compris, elle était belle. Ouais. Mais c'était qui? Tu ne devines pas? Dis-moi. Il fallut aussi un certain temps à Lu Qiang pour comprendre. C'était si extraordinaire, si incroyable. C'est seulement lorsqu'elle reconnut dans le reflet du lac les vêtements, ou plutôt les guenilles, les mêmes que les siennes. C'était elle, la belle jeune fille. Et oui, elle-même, son reflet. Bouleversée par cette métamorphose, Lu Qiang se mit à trembler, puis elle eut chaud, non froid, envie de rire, non, de pleurer, puis de crier. Et pour être certaine de ne pas rêver, elle se pinça plusieurs fois les bras. Elle ne savait plus qui remercier, la vieille mendiante, le génie des forêts ou Kuan Yin, la déesse de la bonté. Et là encore, le chant du ruisseau changea à nouveau. Il se fit plus entraînant cette fois, comme s'il comprenait le bonheur de Lu Qiang et qu'il voulait l'inviter à danser. Mais au bout d'un moment, la jeune fille repensa au bois qu'elle devait rapporter. Aussi s'empressa-t-elle de rassembler des fagots, de les attacher aux deux extrémités d'un bâton qu'elle posa sur ses épaules. Ils sont très astucieux, les Chinois, tu sais. En répartissant ainsi les charges à chaque bout du bâton, le poids paraît beaucoup moins lourd. Tu comprends? Ah ouais, d'accord. Mais dis-moi, les Chou à son retour, ils l'ont reconnu? Mais qui êtes-vous? Ce sont les... Comment osez-vous entrer chez nous? les vêtements de notre domestique que vous portez. Bien sûr, puisque c'est moi. Je suis Lu Qiang. Les Chou reconnurent sa voix, en effet. Mais visiblement quelque chose leur échappait. Ils la regardèrent un moment, bouche bée, les yeux écarquillés, très impressionnés par sa beauté. Puis ils tournèrent autour d'elle, sans parler, les sourcils froncés, essayant de comprendre. Le mystère de cette transformation commença à les agacer. Ils brûlaient tellement de curiosité, d'envie et de jalousie. Peut-on savoir ce qui t'est arrivé? Oui, si ce n'est pas trop te demander. Alors, à qui dois-tu ce phénomène? Réponds. Peut-être que mademoiselle veut garder ce secret pour elle. Mais non, pas du tout.
je vais tout vous dire. Tu vois, petit Pierre, sa beauté toute neuve n'avait pas changé la bonté de son cœur. Oh moi j'aurais rien dit. Toi non, mais Lou Kyung si. Elle leur expliqua tout dans les moindres détails. Les précieux conseils de la mendiante, la jolie musique du ruisseau, le bel accueil des fleurs de lotus, et surtout, le bien-être qu'elle avait ressenti en sortant de ce lac au pouvoir magique. Les Tchou l'écoutèrent avec beaucoup d'intérêt. Et dès qu'elle eut terminé son récit, ils partirent en courant. Pour aller où, tu devines? Au lac? Bien sûr, tu penses. Seulement voilà, rien ne se passa comme prévu. Le ruisseau ne jouait plus sa jolie mélodie de harpe, mais ce grincement de biniou qui n'avait rien d'harmonieux. Ils la suivirent tout de même, cette drôle de musique. Mais, au lieu de les mener jusqu'au lac au bambou, elle leur fit faire des tours et des détours dans les buissons épineux. Oh, si tu les avais entendus! Oh, ils pestaient, maudissaient Lou Kyung, pensant qu'elle leur avait menti. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au fameux lac, ils s'y précipitèrent aussitôt, impatients d'y trouver jeunesse et beauté. Mais les fleurs de lotus, à leur contact, se fanèrent instantanément. Et l'eau limpide se transforma en gadoue nauséabonde et glacée. Les Tchou se forcèrent quand même à y rester le plus longtemps possible, espérant ainsi obtenir le maximum d'effet. Pendant ce temps, Lou Kyung avait repris son travail. Elle préparait le déjeuner. En attendant que les pierres plates de cuisson rougissent dans le poêle, elle enduisait un canard de miel. Tout en cuisinant, elle pensait au lac magique, à ses pouvoirs merveilleux. Elle se disait que si son eau transformait ceux qui s'y baignent, ses maîtres allaient peut-être changer eux aussi, se montrer plus gentils avec elle. Elle sortit ensuite les pierres brûlantes du poêle, les transporta devant la maison. Et à peine les avait-elle déposées que... D'où venaient ces grognements? Là-bas, à la lisière de la forêt, elle vit surgir 2 singes. Mais pas des petits mignons comme des oustitis. Non. 2 gros singes noirs. Ces singes se dirigeaient vers elle. Et ils avaient l'air si féroces que la jeune fille prit peur et courut s'enfermer dans la maison. Les singes donnèrent alors de grands coups dans la porte. Ils voulaient absolument rentrer. Le mâle était énorme, son ventre surtout, aussi gras et repoussant que celui de Monsieur Tchou. La femelle portait quelque chose de vert autour du cou, comme un collier. Mais c'était un collier de jade, le même que celui... Mais c'était celui de Madame Tchou. Et en regardant avec plus d'attention, Lou Kyung vit briller dans les poils au sommet de la tête du mâle l'épingle en or de Monsieur Tchou. Mais que s'était-il passé? Tu ne vois pas, petit Pierre? Ben non, je vois pas. Eh bien, je vais te le dire. Quand les Tchou en eurent assez de l'eau puante et glacée, ils retournèrent sur la rive et furent pris aussitôt de démangeaisons terribles. Ils se grattèrent, et aux endroits où ils se grattaient, des poils poussaient en abondance, de longs poils noirs. Bientôt ils en furent recouverts entièrement. En même temps, des rides creusaient leur visage profondément. Ils se regardèrent et poussèrent des cris d'épouvante. Ils étaient bel et bien transformés en singes. Ah, alors là, ils l'avaient pas volé. Ils voulurent appeler au secours, mais leur gorge ne laissa échapper que des grognements incompréhensibles. Affolés et désespérés, ils coururent ensuite jusqu'à leur maison. Pour se venger? Entre autres, oui. Ils étaient devenus fous furieux à présent. Ils tambourinaient à la porte avec une violence inouïe. Lou Kyung, terrorisée, supplia la déesse Kuan Yin de lui venir en aide. Et aussitôt, elle vit apparaître... La déesse? Non, la vieille mendiante. Tu vois, je t'avais bien dit que c'était une fée. Pas tout à fait. Écoute ce qu'elle lui dit ensuite. Ne crains rien, petite. Tes maîtres ont eu ce qu'ils méritaient. L'eau du lac au bambou
transforme les gens selon leurs qualités et leurs défauts. Celui qui est bon aura une beauté aussi pure que celle de son âme. Mais celui qui est mauvais trouvera son juste châtiment. Au fur et à mesure que la vieille femme parlait, ses rides s'effaçaient l'une après l'autre, et peu à peu elle retrouvait son vrai visage, celui de la déesse Kuan-Yin. J'avais presque un petit peu deviné que la vieille dame n'était pas une vraie mendiante, hein. Oui, mon petit Pierre, presque un petit peu deviné, c'est vrai. Et après? Les grognements des singes devenaient de plus en plus menaçants. La rage leur faisait faire des bonds énormes. Que va-t-il se passer? Souffla Lu Qiang, qui redoutait la vengeance de ses maîtres singes. Ils n'auront plus besoin de cette maison maintenant. Leurs biens sont devenus les tiens. Vis ici en paix. Mais où vont-ils vivre alors? Ne t'en fais pas pour eux, petite. Ne t'en fais pas, dit la déesse en lui prenant la main et en la conduisant jusqu'à la fenêtre. Dehors, les maîtres singes s'étaient tus. Épuisés par leur colère, ils voulurent s'asseoir. Et comme la seule chose plate qui se présentait à cet endroit était... Tu ne vois pas? Non. Ah si! Les pierres brûlantes, c'est ça? Tout juste. Tu imagines alors la suite. À peine assis, ils se relevèrent aussitôt, les fesses toutes brûlées. Leur douleur était telle qu'ils prirent la fuite vers la forêt, voilà. Et c'est depuis que les singes ont le cul rose. Oui, enfin, c'est ce que raconte cette vieille légende chinoise. On dit qu'autrefois tout le corps des singes était poilu, et que depuis, ils ont le derrière rose. C'est comme ça. Tu trouves ça si drôle, toi? Non, c'est un truc que je pensais dans ma tête. Tu ne veux pas m'en faire profiter, surtout si c'est rigolo. Je pensais que ce serait bien si tous les gens méchants se brûlaient les fesses. Ah! Eh bien, j'en connais quelques-uns, moi, qui ne pourraient plus s'asseoir. Moi aussi.